Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 8 février et à la une de cette édition, les relations diplomatiques entre la France et les Comores occupent les discussions. Une rencontre au sommet était prévue ce jour et elle s'est transformée en visioconférence en raison de la crise sanitaire et du refus des élus mahorais d'y participer. En attendant, l'Union des Comores n'interdit plus les reconduites à la frontière. Ce matin, la sous-préfète en charge de la lutte contre l'immigration clandestine était sur notre plateau. Elle se veut optimiste pour l'avenir, notamment concernant le travail de collaboration entre les deux pays. Au montage, Leslie Vumenet. L'année 2020 aurait été marquée par de nouvelles tensions diplomatiques entre la France et les Comores. Après 27 000 reconduites en 2019, l'État français n'a pas pu poursuivre ce rythme effréné. Pour la sous-préfète en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, le compte n'y est pas, mais cela s'explique par un contexte bien particulier. Nous avons effectué 13 300 reconduites en 2020, ce qui est un résultat qui s'explique par une année très particulière. Cette année, on peut un peu la découper en trois. On a eu une première période assez classique de lutte contre l'immigration clandestine, où on a pu utiliser tous les moyens dont nous disposions, en mer et à terre. Donc sur les 2 premiers mois et demi de l'année, jusqu'au 15 mars, nous avons effectué environ 6 500 reconduites. Et puis ensuite, la décision que vous connaissez à partir de la mi-mars, qui a conduit à la suspension des reconduites par la réadmission des ressortissants comoriens entrés illégalement à Mayotte pendant 4 mois et demi, qui a fait, c'est vrai, beaucoup de mal au territoire. Et puis ensuite, à partir du 1er août, grâce à un effort diplomatique intense qui a été mené par les autorités françaises au plus haut sommet de l'État, des reconduites qui ont pu reprendre, mais de façon, à notre goût, trop progressive. 2400 personnes ont été reconduites aux Comores pour ce seul mois de janvier. L'objectif est de poursuivre ce rythme soutenu. Pour cela, l'État a augmenté les moyens de lutte avec notamment un avion qui survole la zone de façon temporaire. Désormais, la préfecture assure que la majorité des Kwassa sont interceptés ou renvoyés aux Comores. En 2019, nous avions, pour une Kwasse qui était détectée, il y en avait une sur deux à peu près, un peu plus d'une sur deux, qui était interceptée ou qui faisait demi-tour. En 2018, nous étions à 37%, donc un peu plus d'une sur 3. 2020, nous sommes à 67%, donc plus de 2 sur 3, avec une progression très forte sur la fin de l'année, puisque au deuxième semestre, nous sommes passés à plus de 70%, donc 75%, pardon, 3 Kwasses sur 4 qui sont interceptés ou qui sont dissuadés d'entrer à Mayotte, donc qui font demi-tour. Je ne parle pas de celles qui font demi-tour, qu'on perd et qui ensuite beach, celles qui font réellement demi-tour. Ces chiffres, je peux vous les donner mois par mois, et je pense même que le préfet me demande de les donner mois par mois. Au mois de décembre, c'était 77%. Au mois de janvier, 71%. Donc voilà, vous voyez qu'on a une progression. Depuis début septembre 2020, les Kwassa affluent sur le département. Si les autorités tentent d'en intercepter le plus possible, se pose la question du rôle des Comores. En effet, le pays voisin s'est engagé à lutter contre le départ de ses ressortissants, mais pour beaucoup, cet engagement contenu dans l'accord cadre n'est pas respecté. La sous-préfète, elle, constate des efforts certains. C'est vrai qu'au moment où la décision de fermeture, de suspension du transport de passagers de l'étranger vers Mayotte a été prise, beaucoup nous ont dit, vous verrez, les Comores vont fermer les frontières de leur côté. Ça n'a pas été le cas. Donc les reconduites se poursuivent depuis cette décision qui date du 17 janvier. Par ailleurs, un autre fait aussi que je ne commenterai pas mais que je vous livre. Depuis le mois d'octobre, nous assistons à des opérations de sauvetage des vies en mer, parce que c'est comme ça que les désignent les autorités comoriennes, à Anjouan. Des Kwasses sont interceptés, des Kwasses sont détruites, des moteurs sont saisis. Des passeurs sont traduits devant la justice comorienne. Donc vous dire qu'on envoie la traduction aujourd'hui à Mayotte, c'est encore un petit peu tôt. Néanmoins, ce que j'ai, ce sont des preuves tangibles que les choses évoluent et de façon très positive du côté des Comores. Une réunion diplomatique entre la France et les Comores devait avoir lieu aujourd'hui. Face au refus des parlementaires mahorais d'y participer, elle s'est transformée en échange par visioconférence. Reste maintenant à savoir ce qu'il en ressortira alors que des voix s'élèvent pour réclamer la fin de l'accord.
Autre sujet maintenant, les événements violents survenus au lycée de Kahani vendredi dernier restent encore à l'esprit des personnels de l'établissement. Ces derniers ont pu être reçus au rectorat afin de réfléchir conjointement aux dispositions à prendre et éviter que ce type d'incident ne se reproduise. Gilles Albou assure être attentif aux demandes des enseignants. Il évoque à notre micro les mesures qui seront prises à l'avenir afin d'enrayer cette spirale négative. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Après cette semaine marquée par les violences aux abords des lycées de Kahani et Dzoumogné, il était essentiel d'agir. Les personnels enseignants du lycée Gustave Eiffel ont pu s'entretenir avec Gilles Albou et au terme de ces échanges, les enseignants ont obtenu du recteur une promesse concernant une demande de longue date. Le fait de faire passer les lycées. Alors on était avec les personnels de Kahani, mais ce sera la même chose pour le lycée de Dzoumogné, dans le cadre de dispositifs d'éducation prioritaire renforcés, qui permettra d'avoir des mesures de renforcement pédagogique. Ce qui est important, c'est aussi des mesures plus pragmatiques, avec la construction de pharés pour que les élèves puissent se restaurer à l'abri et en sécurité, et puis la création de salles d'études. L'objectif derrière ces idées sera de concerner les élèves et les garder à l'intérieur de l'établissement. Si cette mesure s'étale sur le long terme, sur le court terme également, le recteur affirme sa volonté. Les mesures sécuritaires actuelles seront renforcées, mais il ne veut pas faire que dans la répression. Il y a aussi la réponse pédagogique, puisque à la rentrée, nous allons pouvoir, je l'espère, déjà développer par anticipation un certain nombre de nouvelles mesures pédagogiques de renforcement et d'accompagnement des élèves. Nous allons profiter des 5 jours sans élèves pour faire avancer toutes les demandes de travaux qui nous étaient remontées et qui n'avaient pas pu être toutes mises en œuvre, non pas faute de moyens, parce que pour les moyens, on a toujours répondu présent, mais aussi parce que pour que les chantiers avancent, il faut parfois attendre que les périodes de vacances. Mise en place d'un foyer, amélioration de la desserte des élèves. Du côté des enseignants, une salve de propositions éducatives et sécuritaires a été faite à Gilles Albou. Si à l'oral les deux camps semblent partager la même vision, le personnel de Kahani attend désormais un passage aux actes afin d'être pleinement satisfait. Il a trouvé les solutions très bonnes, mais il ne veut pas interférer avec le travail en interne qu'on doit mener avec l'équipe de direction. Le recteur a bien précisé que Kahani était prioritaire au niveau des travaux, au niveau des constructions scolaires, au niveau des projets. Son expression, c'était « open bar ». Donc, ouvrons le bar complètement et puis commençons véritablement à nous soucier de nos élèves. Le rectorat affirme toujours être à l'écoute des enseignants. Ces derniers ont monté le collectif des personnels enseignants de Kahani en droit de retrait et ils attendent des changements perceptibles dès la rentrée prochaine, au risque de voir se poursuivre leur mouvement. Économie dans votre 19h, ce second confinement a été très mal accueilli par les chefs d'entreprise du territoire. En effet, c'est un nouveau coup dur porté à l'économie locale. Si les entreprises mahoraises sont connues pour leur résilience, le MEDEF et la CPME regrettent de ne pas avoir été écoutés par les autorités. En effet, le préfet a longtemps assuré que le confinement ne serait pas mis en place à Mayotte. Je vous propose d'écouter la présidente du MEDEF lors de la matinale de Coétie. Nous essayons toujours de convaincre le préfet de ne pas confiner et pendant des jours jusqu'à, j'ai presque envie de dire, le jour J de l'annonce, on nous rassurait qu'on ne serait pas confiné malgré les 3 communes. Et donc, quand la nouvelle est tombée, ça a été forcément un choc parce qu'on ne s'y attendait pas. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que c'est une décision qui a été prise au vu des chiffres parce qu'effectivement, il est évident qu'avec la saturation de l'hôpital, on n'a plus le choix. Mais ce qui nous choque aussi, c'est que comment on est arrivé là? On voudrait des explications. Comment on a eu tout ce laisser-aller collectif qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à cette catastrophe économique pour des entreprises à qui on oblige de fermer administrativement. Les règles du jeu ne sont pas claires.
On nous dit que les dispositifs sont là, mais tout cela reste à prouver et on pourra en parler. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment un CAPES Made in Mayotte ou encore le CIRAD à La Réunion en passe de faire valider son test de dépistage Run Covid. Au montage, Leslie Vimenet. La saison cyclonique démarre fort cette année avec la naissance d'un nouveau cyclone cette semaine nommé Faraji. Alors que les dégâts laissés par le cyclone Héloïse sont encore dans tous les esprits, ce nouveau système cyclonique a officiellement atteint le stade de cyclone tropical intense dimanche matin. Avec des rafales dans le mur de l'œil s'élevant à plus de 250 km/h, le phénomène a de quoi effrayer. Néanmoins, il devrait rester à l'écart des terres habitées. Actuellement situé à plus de 2000 km à l'est des côtes réunionnaises, à l'extrême est du bassin, le cyclone ne devrait pas constituer une menace pour les populations. Cependant, il faut toujours garder un œil sur le phénomène, tant les dégâts pourraient être conséquents si sa trajectoire venait à se dévier pour atteindre des côtes habitées. Héloïse a longtemps semblé inoffensif avant de faire des ravages à Madagascar et plus encore au Mozambique. Un nouveau concours du CAPES externe et interne a vu le jour à Mayotte. Ce CAPES national présente la particularité de voir les personnes qui le réussiront directement affectées à Mayotte. Localement, le choix a été fait de placer le concours au bout de 3 ans et non pas de 5 ans dans un contexte de manque d'attractivité du territoire. La formation sur 2 ans après le concours est rémunérée, ce qui va donc permettre de concentrer les 2 années de master sur la pratique et l'anticipation du futur métier plutôt que sur le concours lui-même. Une nécessité pour Mayotte étant donné le contexte selon le recteur. Néanmoins, cela ne signifie pas que le niveau sera revu à la baisse. Il faudra passer 2 étapes après le concours, la validation du master ainsi que la titularisation à l'issue de ce diplôme. On va donner la possibilité chez nous à des jeunes ou des contractuels de passer ce concours, d'être formés. C'est une voie d'accès pour être certifié, conclut Gilles Albou. Le CIRAD est un organisme de recherche agronomique installé dans le sud de La Réunion, à Saint-Pierre plus exactement. Isabelle Robben, vétérinaire des plantes tropicales, travaille au sein de ce laboratoire et vient de trouver la formule de RunCov. Il s'agit des nouveaux tests de dépistage qui seraient plus pratiques que le RT-PCR classique. Le ministère de la Santé vient de l'inscrire dans la liste des tests disponibles. Pour Éric Geoffroy, directeur régional du CIRAD, même avec de faibles charges virales, RunCov possède une sensibilité proche des 90%. Autre avantage et non des moindres, le test de dépistage est sensible aux variants anglais. Lorsque l'on sait que les 3 nouvelles souches ont été détectées sur l'île Bourbon, il s'agit d'une excellente nouvelle. Nul doute que Mayotte profitera de ce test dans le cas où il serait validé par les autorités sanitaires. Le CIRAD a d'ailleurs annoncé qu'il ne compte pas déposer de brevet et préfère mettre à disposition des industriels et laboratoires d'analyse le fruit de son travail. Et face à la situation sanitaire qui ne cesse de se dégrader, l'Union départementale des associations familiales de Mayotte organise des distributions de masques et de gel hydroalcoolique pour les personnes vulnérables. Mise en place avec le soutien du Rotary Club, l'UDAF a distribué pas moins de 580 masques et 200 flacons de gel pour environ 300 personnes réparties sur le département. Ivan Rakotovao a justement suivi l'une des distributions organisées aujourd'hui dans le quartier de Doujani. Reportage. Fournir des masques et des gels hydroalcooliques aux personnes vulnérables. C'est l'action menée par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, avec le soutien des clubs Rotary de Mayotte. Donc on a des kits, en fait un lot de kits qui nous ont été remises par Rotary. C'est des masques en tissu et puis nous avons aussi les gels. Voilà, en fait c'est qu'aujourd'hui dans le cadre d'un soutien qu'on a eu de Rotary, ils nous ont distribué 580 masques et plus de 200 gels qu'on va remettre aux associations familiales qui sont adhérentes à l'UDAF. 26 associations réparties sur le département sont adhérentes à l'UDAF. Et parmi elles, l'association Espoir et Réussite, qui va se charger de distribuer une dizaine de kits à des familles de Doujani. Alors les kits de masques et de gel vont être distribués à des personnes qui ont été sélectionnées parmi la population de Doujani. Ces personnes sont des personnes à risque, donc elles sont âgées, voire dans des situations de handicap. Donc c'est des personnes qui
bénéficient de ce produit parce qu'elles n'ont peut-être pas les moyens de se le procurer par elles-mêmes. Des personnes qui n'ont pas les moyens financiers ou qui ne peuvent se déplacer par ces temps de confinement, comme cette femme vendeuse de fruits qui a besoin de masques pour accueillir ses clients, ou comme Soubira. Il vient de dire que les gels, c'est bien, les actions qu'on a fait, c'est bien, mais par rapport, ils ont des bouches à nourrir, ils ont besoin de manger. Donc il faudrait de l'aide alimentaire avec des bons... Pouvoir nourrir sa famille malgré le confinement, c'est une préoccupation forte pour les plus démunis, mais à laquelle l'UDAF espère répondre en participant aux prochaines distributions de bons alimentaires annoncées par l'État. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.